Là, on est tout doucement à la moitié, à plus de la moitié des personnes présentes. Je propose donc tout doucement qu'on s'oriente vers la clôture. Je tenais déjà à remercier tous les orateurs de cette matinée, en attendant de remercier Robert également. Voilà, j'espère que tous vous auront inspiré par leur expérience, par leur expertise assez diverse et variée. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Robert. J'ai un écho. Je pense que c'est parce que tu n'as pas de casque, Robert, mais c'est pas grave. Attends, où est-ce qu'on gère ça ici? Je peux peut-être te couper le micro. Mais je vais pas te couper le micro parce que je vais te donner la parole. Oui, c'est ça. Attends, ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas comment je peux configurer mon micro sur le système. Comment je peux configurer le son, en fait? A priori, tu as 3 petits points, donc où est-ce que tu peux gérer ta caméra, ton micro, et tu as plus d'options. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je vais te laisser le micro et donc je vais couper le mien, comme ça il n'y aura plus de soucis. Voilà, je vois que tout le monde arrive. Donc, je vais te laisser la parole avant de moi-même conclure et donner dernières informations utiles sur la suite de l'exercice et de l'initiative que nous menons aujourd'hui. Vas-y, Robert. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, a priori au niveau du son, ça fonctionne. Voilà, donc tout d'abord, merci pour le CETIC et les organisateurs de l'événement de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer pour cette clôture de conférence. Donc en fait, le sujet sur lequel j'avais proposé de m'exprimer, c'était sur les nouvelles pratiques qui ont dû être mises en place au niveau des universités en particulier, à la fois au niveau des activités de recherche et surtout des activités d'enseignement. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est tout d'abord me présenter rapidement pour expliquer un peu le contexte dans lequel s'inscrit mon propos. Donc, mon nom est Robert Viseur, je suis ingénieur civil de formation, je suis chargé de cours en faculté d'économie et de gestion à l'université de Mons. Et en fait, mon domaine d'intervention dans l'enseignement concerne principalement l'informatique et le management de l'innovation. Alors, le CETIC dont j'ai la responsabilité, en fait, compte 4 personnes. Et donc, on a toute une série d'activités de recherche qui peuvent être des recherches spontanées. Il y a une thèse qui est en cours. On est également dans un projet Interreg, donc avec des personnes à cheval sur différents pays. Et puis, on a des activités d'enseignement avec, d'une part, des cours plutôt théoriques, et puis également des travaux pratiques qui sont classiquement réalisés en salle PC. Et même si on n'est pas un gros service, en fait, on a énormément d'étudiants qui passent chez nous annuellement. Donc, on a plus ou moins 750 étudiants qui sont suivis par an et qui donc doivent être encadrés, soutenus et évalués en fin d'année. Alors, si on regarde plus spécifiquement les activités de recherche dans lesquelles on est impliqué, on a toute une série de collègues étrangers avec lesquels on travaille. Alors, ça peut être sur des zones limitrophes comme l'île en particulier, mais on a également des relations avec l'IMT Atlantique sur Brest ou sur l'université de Montpellier. Et puis, on peut être amené aussi, dans le cadre des activités universitaires ou dans le cadre d'activités de formation privée, à élargir les collaborations avec des centres de formation tiers. Donc, ça peut être des centres comme le Forum, comme Design Innovation, comme l'Institut provincial de formation. Donc, on n'est pas, je dirais, cantonné nécessairement sur une seule institution. Alors, si on regarde un petit peu le contexte des universités en général, parce qu'en fait, le panorama est assez similaire dans les autres institutions à ce niveau-là. En fait, on a, donc Bruno Schröder disait au matin qu'il y avait une base technologique en fait dans ce qui est en train de se passer pour le moment au niveau des pratiques collaboratives. En fait, on est relativement bien outillé en Belgique, c'est-à-dire qu'on a une base Microsoft qui est installée globalement avec notamment tous les outils
Microsoft 365, donc suite Office, Teams, Stream, en particulier dans le cadre des universités. On a également Moodle, qui est utilisé depuis longtemps, mais avec des degrés de maturité, je dirais, dans les usages qui sont extrêmement variables d'un enseignant à un autre. Donc ça peut aller de choses relativement simples comme du dépôt de support de cours jusqu'à des usages un peu plus avancés, comme par exemple de l'utilisation systématique de tests à des fins formatives ou certificatives. Et on a par ailleurs une infrastructure informatique alors qui est hybride, hein, avec une partie interne et une partie cloud public qui est elle aussi hébergée chez Microsoft. Et on a une équipe en fait de support informatique qui est constituée au niveau de l'université. Alors sur un plan pédagogique, il y a un travail de fond en fait qui est mené depuis plusieurs années. Alors chez nous par le SAP, mais il y a des services en fait tout à fait similaires dans d'autres institutions. En matière de formation des nouveaux engagés, pour les sensibiliser à la pédagogie universitaire. Donc c'est vrai pour tout nouveau chargé de cours embauché, mais c'est également vrai pour les assistants, par exemple, qui vont intervenir surtout au niveau des séances d'exercice ou des travaux pratiques. Alors le contexte, c'est aussi la chronologie en fait du confinement. Et en fait, c'est un basculement qui est extrêmement brutal, hein, puisque vous avez le 12 mars l'annonce de la fermeture des universités. Alors, c'est pas une vraie fermeture, ça veut dire que simplement les locaux ne sont plus utilisés pour dispenser les cours et on passe en distanciel complet. Et donc, vous avez en gros un week-end qui est disponible pour basculer, donc c'est quand même quelque chose de très brusque. Vous avez le 18/3, le pays dans son ensemble qui se confine. En juin, vous avez l'organisation des évaluations à distance, qui est quelque chose à laquelle on n'était pas du tout familier. Et enfin, vous avez, à partir du mois de novembre, eh bien, le second confinement, qui est précédé en fait par un passage d'abord en enseignement hybride et puis en enseignement 100% à distance, des cours qui sont dispensés à l'université. Alors, ce que je vous propose, c'est de décrire très rapidement en fait ce qu'on a mis en place et puis de discuter un certain nombre de points qui méritent approfondissement ou réflexion, parce que c'est un processus qui est en cours et donc on n'a pas les réponses à toutes les questions. Donc, en fait, il y a un premier point qui est la coordination des équipes. Hein. Donc, on passe progressivement en télétravail intégral, donc du personnel qui est distribué un peu partout, qui ne se croise plus dans les locaux. Donc, comment est-ce qu'on a organisé ça de manière assez classique, avec des fixations d'échéances liées aux activités de recherche et d'enseignement, avec de la délégation de responsabilités, des réunions 1 à 2 fois par semaine, alors via Teams, qui est l'outil institutionnel dans la plupart des institutions. Et en fait, si on regarde, bon, ça c'est ce qui a été organisé à l'échelle des services, mais au niveau des réunions facultaires, c'est également le même type de protocole qui a été utilisé, avec de l'organisation de visioconférences et éventuellement utilisation de systèmes de vote. Donc, OUCLAP qui a été utilisé aujourd'hui a par exemple été utilisé lors des délibérations pour mettre des points au vote de manière anonyme. Alors, si on regarde au niveau de l'activité de recherche, en fait, là, je distingue deux choses. C'est d'une part l'activité de terrain et d'autre part les activités liées au projet en cours. Alors, activité de terrain, il y a eu, je dirais, en tout cas dans notre cas, un moratoire pendant le premier confinement. C'est-à-dire que, bon, on s'est dit, on va attendre que ça se calme. Alors, nous, on fait beaucoup d'interviews, beaucoup de qualitatifs. Donc, on aime bien avoir les gens en face à face quand on fait une interview. Donc, on a mis un moratoire. Alors, c'est pas pour autant que les activités de recherche se sont arrêtés. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait un basculement des activités de recherche depuis des activités en présentiel vers des observations en ligne. Et donc, en particulier, on en a profité pour travailler sur la coordination des makers face à la crise du Covid. Donc, c'est un autre type de terrain un peu plus virtuel qui a été exploité dans ce cas-ci. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que cette crise, elle avait des rebondissements. Hein. Il y avait une première vague, une deuxième vague, peut-être des vaguelettes après. Et donc, à partir de septembre, en fait, on a redémarré les activités de terrain de nouveau en visioconférence. Alors, si on regarde au niveau des projets, en fait, le travail de coordination a été continué.
essentiellement via des outils de visioconférence. J'en ai cité quelques-uns ici sur le slide, Renater, Jitsi, Zoom, Button, Teams, Discord, etc., etc. C'est valable également pour les conférences. Donc, toute l'activité de conférence scientifique a généralement été maintenue par ce biais-là. Alors, une des raisons pour laquelle je vous fais cette longue énumération d'outils, c'est pour insister sur, pour moi, une des difficultés du contexte actuel, c'est que vous avez en fait une prolifération d'outils avec à chaque fois des modalités d'authentification, de connexion différentes, avec des ergonomies différentes. Alors quand on est dans le domaine informatique, c'est pas trop perturbant. Par contre, pour des personnes qui sont un peu plus profanes sur un plan technique, on constate que ça peut entraîner toute une série de difficultés. Alors, on a également embauché une chercheuse pendant cette période-là, qui est une chercheuse montpelliéraine. Alors, elle était tellement montpelliéraine qu'elle est restée à Montpellier et qu'elle a travaillé pour nous 100% en distanciel. Donc ça, c'était clairement une nouvelle et c'est quelque chose qui s'est très bien passé. Et typiquement, toutes les activités de collaboration à distance ont pu être maintenues avec de l'utilisation d'outils de visio et de l'utilisation d'outils collaboratifs. Alors, j'y reviendrai un peu plus tard. Une chose qui se passe avec ces collaborations entre plusieurs organisations, c'est que le respect, je dirais, des outils institutionnels est beaucoup plus difficile, puisque généralement, vous avez des différences de choix d'outils entre institutions, et donc il y a un peu de débrouille ou de compromis à trouver de ce côté-là. Donc l'activité de recherche, il n'y a pas vraiment eu de blocage, je dirais, de ce côté-là. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est une très forte concurrence par le pédagogique, où là, le basculement des cours en distanciel a vraiment pris beaucoup de temps, avec un paramètre vraiment majeur qui est le fait que ça a dû se faire dans l'urgence, puisque si je reviens sur mon 3 slides en avant, c'est un basculement qui s'est fait en un jour ouvré, un jour ouvrable, et en 3 jours. Donc en 3 jours, il a fallu mettre en place des solutions et puis les adapter au fur et à mesure. Alors, les contraintes, je dirais, c'est tout d'abord réussir à assurer une maîtrise qui soit collective des outils numériques. Donc, tout le monde n'est pas au même niveau au départ sur ces outils-là. Alors, on a un triptyque classique dans l'enseignement supérieur qui est Moodle pour l'organisation de la relation avec les étudiants, la diffusion des supports, etc., etc. Stream pour la diffusion des grosses vidéos de cours, et Teams, en fait, pour l'organisation des cours à distance, pour la diffusion des cours à distance. Alors, ce qu'on peut avoir en plus, c'est de l'acquisition d'équipements spécialisés. Alors, ça peut être des tablettes graphiques, par exemple, auprès des collègues qui dispensent des matières scientifiques, je pense à la faculté des sciences, par exemple. Ça peut être du matériel pour organiser des rediffusions en hybride avec une part en présentiel, une part à distance. Alors, les outils, c'est pas tout, c'est qu'on en a parlé lors d'une des précédentes interventions. Ces outils, en fait, vous devez les utiliser à bon escient et les intégrer, en fait, dans des scénarios pédagogiques qui sont cohérents. Et puis, vous avez une cible pour ces enseignements qui sont les apprenants, qui sont les étudiants. Et donc, il faut les impliquer et essayer de comprendre comment ils reçoivent les contenus et ces nouvelles modalités d'enseignement qui perturbent assez sensiblement nos habitudes, mais également les leurs. Donc, ça veut dire qu'on a parlé plusieurs fois, en fait, d'agilité aujourd'hui. À l'université aussi, en fait, il y a une exigence d'agilité pédagogique dans un contexte d'innovation en situation de crise. C'est-à-dire qu'on met en place des choses et puis on est obligé de les ajuster au fur et à mesure en fonction du feedback qu'on va obtenir des uns et des autres. Alors, autre élément qui a été extrêmement prenant, c'est le basculement des évaluations à distance, sachant que là, on avait un compromis qui devait être trouvé entre, premièrement, la régularité des épreuves, donc ça veut dire qu'on souhaite en particulier lutter au maximum contre les risques de fraude, et puis, deuxièmement, le confort des étudiants. On sait que le contexte d'évaluation à distance est relativement stressant, on sait qu'il y a toute une série de difficultés rencontrées par les étudiants, notamment en matière d'accès informatique, et donc vous avez un compromis qui doit être trouvé entre la commodité des dispositifs qu'on met en place pour les étudiants et une organisation des épreuves qui soit régulière et équitable et qui valorise l'effort et l'étude qui a été réalisée par les étudiants. Alors, premièrement, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Donc ça, c'est un peu, si vous voulez, on a essayé d'étudier ce qui avait été fait dans le service et auprès des collègues. Donc,
On a essayé de réfléchir en particulier à ce qui aurait pu être mieux, à ce qui pourrait être mieux fait. La première chose, c'est l'organisation du partage de bonnes pratiques entre collègues. Donc en pratique, quand vous regardez dans les facultés ce qui a été réalisé à titre individuel ou au sein des services, personnellement, j'ai travaillé sur les méthodologies de transformation pédagogique et j'ai essayé de les mettre en œuvre tout au long du confinement. J'ai également réalisé des documentations de configuration de classes dans Teams et d'explicitation de comment un scénario pédagogique pouvait être organisé dans Teams. J'ai réalisé un système qui permettait d'automatiser l'alimentation de banques de questions sur Moodle. Et puis, quand je vais regarder chez mes collègues, je vois des collègues qui ont eu des usages assez avancés de tests en ligne que je ne connaissais pas nécessairement, qui ont réalisé du montage vidéo multi-écran, notamment avec l'outil OBS qui a été évoqué tout à l'heure, qui ont créé des capsules ludiques, voire même qui ont réalisé des développements spécifiques pour Moodle. Donc il y a pas mal de choses assez remarquables qui ont été réalisées par les différents collègues, mais qui pour le moment ne circulent pas encore nécessairement au sein de l'institution. Donc en fait, il y a vraiment une problématique sur laquelle on va devoir travailler, de partage en fait des pratiques au-delà des cercles d'affinité. C'est-à-dire qu'il y a des collègues avec qui on est habitué de travailler, et donc là, ça circule. Mais un des enjeux, c'est vraiment de réussir à faire circuler un certain nombre d'idées, de bonnes pratiques, d'outils, de compétences au sein de l'institution. Alors, le deuxième point qui est lié à cela, c'est la question de la remontée des bonnes pratiques depuis le terrain. Donc, en fait, vous avez un mode de fonctionnement qui est plutôt top-down, de soutien aux enseignants depuis la structure administrative faîtière des universités. Donc, c'est en particulier le centre informatique et les structures de soutien pédagogique. Ce sont des services, en fait, qui vont relayer, en fait, des conseils tout à fait pertinents, mais qui sont plutôt des conseils, je dirais, génériques, et qui donc vont devoir être appropriés, en fait, par les différents collègues, et adaptés, en fait, au contexte spécifique de leur faculté et de leurs enseignements. Et donc là, en fait, il y a vraiment un travail également de capitalisation sur les expériences qui ont été menées par le personnel de terrain, de remonter, donc ce qui suppose un tri, une catégorisation, parce que ce qui a été fait dans une faculté des sciences, par exemple, n'est pas nécessairement pertinent dans une autre faculté qui n'a pas les mêmes contraintes en termes d'usage. Donc, il va y avoir en fait une question de tri, de catégorisation de ces expériences, et puis de diffusion en fait auprès des bonnes parties prenantes pour tirer profit, tirer parti en fait de ces expériences qui ont été menées en local. Troisième point qui, à mon sens, pourrait être amélioré, c'est la captation du ressenti des parties prenantes. Alors, c'est aussi bien le ressenti des étudiants que des enseignants en l'occurrence. Donc, ce dont il faut être conscient, c'est qu'il y a eu une surcharge de travail extrêmement importante pour les enseignants et leurs collaborateurs due à la transformation des enseignements et des modalités d'évaluation. Et donc, certains collègues ont ressenti vraiment cette surcharge de manière très dure. Mais en pratique, il y a un certain nombre d'enjeux également en termes de surcharge qui se posent sur le long terme. Et donc, je prends un exemple. Nous sommes enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'enseignement et la recherche, et donc on a en particulier des contenus d'enseignement qui évoluent très régulièrement au fil du temps. Ça suppose qu'un support de cours en PDF va devoir évoluer, mais ça suppose également que tout le matériel de capsules vidéo, par exemple, qui a été fait, va également devoir être maintenu si on veut les réutiliser au fil des années. Donc il y a vraiment cette question de la surcharge, en fait, qui est une surcharge, à mon sens, partiellement durable, qui va devoir être pris en compte. Alors, on a également toute une série de difficultés inhérentes au distanciel pour les étudiants, et on assiste parfois à des difficultés qui sont mal connues ou qui peuvent éventuellement surprendre. Donc, vous avez tout d'abord une fracture numérique, alors qui est à la fois de premier et de second degré, c'est-à-dire que vous avez des étudiants dans des situations sociales précaires qui n'ont pas accès au matériel et qui, dans certains cas, en fait, ne connaissent pas les structures d'aide qui ont été mises en place au niveau des institutions. Mais vous avez également une fracture de second degré, c'est-à-dire un manque de compétences à l'utilisation des outils numériques, et en particulier à l'utilisation des outils numériques institutionnels. Donc, vous avez vraiment une question d'appropriation des outils qui peut faire barrage à certains moments, jusqu'à y compris en fait des outils comme Teams qui ne sont pas spécialement compliqués, auxquels les étudiants ont directement accès, mais vous vous rendez compte qu'en fait une partie des étudiants
une partie non négligeable des étudiants, en particulier en bachelier, ne maîtrisent pas ces outils malgré les efforts de formation qui ont pu être réalisés. Alors vous avez également la problématique de l'isolement, c'est-à-dire que les étudiants se voient moins, se motivent moins au travers des contacts qu'ils peuvent avoir en auditoire ou en salle de travaux pratiques. Et en fait, on constate un risque accru de décrochage, mais qui est qui peut différer très fortement d'une cohorte d'étudiantes à une autre. Donc, ça veut dire que pour le moment, on se pose beaucoup de questions sur les degrés d'engagement en fait très variables des étudiants et sur les facteurs qui conditionnent vraiment ces différentes activités. Donc là, il y a des informations qu'on commence à collecter, soit parce que les enseignants ont un peu pris la température spontanément, soit parce que les facultés organisent en fait de manière systématique des enquêtes de satisfaction, et ça c'est notamment réalisé chez nous. Mais il y a clairement un travail d'approfondissement qui va devoir être fait de ce côté-là, notamment pour tirer donc un bilan en fait de ces plus ou moins 6 mois de fonctionnement à distance et les améliorations qu'on peut y améliorer. Donc, si vous regardez ici les 3 points que j'ai évoqués, il y en a 2 qui, en fait, sont plutôt dans la gestion des connaissances. Hein, donc, c'est comment est-ce qu'on capitalise sur les connaissances qui ont été produites localement et comment est-ce qu'on les diffuse dans l'institution. Et puis, on a ce 3e point qui relève plus, en fait, de la mise en place d'une démarche empathique, itérative. Hein, on sait qu'on n'a pas raison tout de suite en mettant en place les nouveaux dispositifs. Et donc, on est vraiment dans des démarches qui rappellent très fort en fait le design thinking, c'est-à-dire on essaie de prendre la température, trouver les solutions, les déployer, reprendre la température, adapter, et ainsi de suite, jusqu'à avoir quelque chose qui fonctionne globalement bien sur le terrain. Alors, il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas encore bien réfléchies, hein, qu'on a un peu subies sur le moment. Alors, on a parlé en fait de l'effet stimulant en fait du cloud sur la collaboration, et notamment Bruno Schroeder en a parlé au matin, et en fait il a 100% raison. Mais par contre, cette utilisation en fait du cloud entraîne un certain nombre d'impacts en matière de dépendance qu'il va falloir réfléchir. C'est-à-dire que ce que le Covid a en particulier accéléré, c'est en fait le basculement d'une infrastructure informatique qui est maîtrisée par les universités. Et donc, c'est vrai pour les serveurs de courriel, pour Moodle, qui étaient hébergés, qui sont toujours hébergés en interne. Mais on voit qu'on a un basculement progressif, en fait, sur une infrastructure externalisée de type cloud et à tendance monopolistique. C'est-à-dire que la totalité, en fait, des applications finissent par se retrouver éditées par un seul fournisseur et hébergées par un seul fournisseur. Alors, l'idée ici, ça n'est pas de me lancer dans une critique de Microsoft, qui par ailleurs a des outils qui fonctionnent tout à fait bien et qui nous ont, je dirais, sauvé la vie compte tenu de l'urgence de ce basculement à distance. En fait, mon propos, c'est plutôt de se dire que dans le domaine de l'innovation, on connaît bien, et en particulier l'innovation technologique, on connaît bien la problématique des rendements croissants d'adoption, qui fait que, au bout d'un certain temps, en fait, une application ne va plus être choisie en fonction de ses qualités propres, mais plutôt en fonction d'un certain nombre de facteurs, comme les interrelations technologiques, qui vont faire que les choix du passé vont conditionner les choix du futur. Et donc, au final, on se retrouve avec un système d'information qui reflète plus la feuille de route de l'éditeur et les contraintes, notamment budgétaires ou de facilité d'intégration technologique des équipes informatiques. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette question de la liberté de choix des outils qui se pose et qui, par ailleurs, peut avoir une conséquence qui fait généralement peur aux services informatiques, qui concerne les pratiques de Shadow IT. Donc, les pratiques de Shadow IT, on en a pas mal parlé pendant le confinement avec les outils de visioconférence. En fait, c'est une pratique qui concerne l'introduction dans le système d'information de l'organisation d'un certain nombre d'outils de type plutôt grand public. Hein. Donc, c'est du WhatsApp, c'est du Zoom, c'est ce genre du Discord éventuellement, c'est ce genre d'outils-là. Donc, amené en fait par le personnel en confrontation éventuellement avec les outils qui sont fermement recommandés par l'institution. Alors, ce qu'on constate dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a en fait un cadrage qui est assez variable d'une institution à une autre par rapport à l'utilisation de ces outils, et c'est notamment le cas pour la visioconférence.
avec des consignes qui vont être plus ou moins strictes et des structures de support qui vont être plus ou moins ambitieuses. Et en pratique, et ça découle en particulier de ce constat, on voit qu'il y a une concurrence en fait des solutions institutionnelles par des solutions alternatives. Et là, je pense notamment à Zoom, avec deux cas de figure qui sont assez distincts. Alors, le premier cas de figure qui relève plus en fait d'initiatives d'utilisateurs profanes, qui va consister à utiliser une solution alternative parce qu'elle est déjà connue et qu'elle est jugée plus simple. Et donc, c'est ce que Marc Bidan, en France, qualifie d'inversion du domaine de l'adoption, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur en fait qui va finalement déterminer un ensemble de solutions possibles que l'organisation va finalement, un peu contrainte et forcée, utiliser dans un second temps. Et puis, on a un deuxième cas de figure qui est totalement différent, qui provient plus d'utilisateurs experts, qui vont en fait introduire des solutions alternatives qui sont jugées en fait plus adaptées sur un plan fonctionnel aux usages à développer en pratique. Et en fait, ce point-là, il est directement en lien avec ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire qu'on a la confrontation de deux logiques. Une première qui est plutôt liée par des questions de faciliter l'intégration technologique de nouveaux outils, donc le path dependency typiquement, si on se réfère à des concepts de management de l'innovation, et puis en fait des contraintes qui viennent du terrain et qui ne sont pas toujours prises en compte de manière optimale et qui vont susciter en fait l'introduction d'outils imprévus, je dirais, dans le système d'information. Et donc pour moi à ce niveau-là, il y a quelque chose qui doit être réfléchi, qui concerne en fait la réintégration des utilisateurs dans la prise de décision relative à ces choix technologiques. Alors, troisième chose, c'est la place des étudiants dans le système d'information. Et donc ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour nous, c'est-à-dire qu'on bascule en fait d'une situation où l'étudiant était auparavant essentiellement utilisateur de machines internes au travers des salles PC. Donc là, on est essentiellement sur une informatique qui est maîtrisée par l'université et ses services informatiques avec des configurations homogènes et des systèmes de mise à jour totalement optimisés et extrêmement satisfaisants en termes de gestion du parc informatique. Donc on bascule de cette situation-là vers une situation en fait où l'étudiant, premièrement, doit disposer sur sa machine en local de logiciels parfois payants, donc il y a un problème d'accès en fait de l'extérieur à des parcs de licences, mais on a également un deuxième problème qui concerne les accès à distance à des ressources internes à l'université. Donc ça veut dire qu'on doit en fait beaucoup plus ouvrir le système d'information des universités aux machines des étudiants, avec des constats parfois un peu surprenants de prime abord. Donc si je prends par exemple la faculté à laquelle je suis affilié, qui est la faculté d'économie et de gestion de l'UMONS, on a plus ou moins 30% des étudiants qui fonctionnent sur du macOS. Donc ça veut dire qu'en fait vous venez d'une culture qui est une culture essentiellement liée aux outils Microsoft, parce que c'est ça qui équipe le système information, et vous vous retrouvez face à un ensemble d'étudiants dont le parc de machines en fait, tourne sur un autre système qui, alors, n'est pas nécessairement incompatible avec l'infrastructure existante, hein, ça n'est pas ça le propos, mais par contre, les procédures d'utilisation des outils ne sont pas nécessairement documentées ou adaptées aux besoins des étudiants. Donc, il y a vraiment une question de captation, en fait, et d'explicitation des besoins des étudiants et d'adaptation, en fait, du système d'information universitaire à ces nouvelles contraintes d'enseignement à distance, tout en gardant à l'esprit ce que je disais juste avant, c'est-à-dire le fait que les étudiants, bien que faisant partie de la génération Z, n'ont pas nécessairement des compétences sur ces outils informatiques extrêmement importantes. Et donc, un dépôt de devoir sur Moodle peut poser problème en bachelier, l'utilisation de Teams peut également poser problème en bachelier, et donc il y a toute une réflexion à avoir sur les usages et sur l'aptitude ou non des étudiants à utiliser les outils qu'on leur impose et qui, soit dit en passant, peuvent éventuellement différer d'un enseignant à un autre. Donc, au bout d'un certain temps, il y aura également des questions de standardisation des pratiques qui vont se poser pour faciliter, je dirais, la vie des étudiants et entraîner un certain nombre de réflexes en matière d'utilisation des outils. Alors, pour terminer sur une note positive, ce qui devrait en rester, en fait, ce premier confinement, comme je le disais, ça n'a pas été un épisode facile pour le personnel enseignant ni pour les étudiants. Par contre, ce qui est positif, c'est que ça a été l'occasion de tester
toute une série de nouveaux outils, ou en tout cas d'approfondir l'utilisation d'un certain nombre d'outils. Donc c'est notamment le cas pour la visioconférence ou les outils d'évaluation en ligne. Ça a également été l'occasion d'expérimenter un certain nombre de nouvelles approches pédagogiques, type classe inversée par exemple, mais il y en a d'autres. Alors, la seconde vague, et peut-être les suivantes, puisqu'on nous annonce d'éventuelles perturbations également pour 2021. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un peu de recul pendant les vacances. On a pu anticiper un peu plus fortement le basculement en hybride ou en distanciel sur le mois d'octobre, ce qui a permis en fait de pérenniser un certain nombre d'usages, de les améliorer, et également d'amorcer une démarche réflexive. Donc ça, c'est ce que je vous livre d'ailleurs comme réflexion aujourd'hui. Et pour les personnes que ça intéresse, ben, j'aurai normalement un développement plus long qui sera publié en fait début 2021, qui sera en fait un retour d'expérience sur ce qui a pu être fait à notre échelle. Et donc le souhait que j'émets, c'est que cette épreuve, puisque cela en fut une, du confinement Covid-19 puisse déboucher en fait sur une sortie durable, donc pas juste un feu de paille où on a expérimenté un certain nombre de choses, mais sur une sortie en fait durable vers le haut en matière d'approche pédagogique et collaborative. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et donc je prends la parole à Bérangère et je suis disponible si vous avez des commentaires ou des questions. Merci Robert. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, de toute façon, encore une fois, on va laisser le launch ouvert. Les présentations seront également partagées avec l'ensemble des participants pour les orateurs qui le permettent. Voilà, vous aurez Robert a donné tous ses contacts également pour lui poser toutes les questions intéressantes que vous auriez. Du coup, je propose que tout doucement, on se dirige vers la fin de cette matinée. Voilà, on est déjà presque 1 heure. Il est temps d'aller manger, hein, pour ceux qui ne sont pas déjà partis, qui n'ont pas pu tenir jusque-là. Et donc, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des orateurs encore une fois. On espère que cette conférence aura été source vraiment d'inspiration pour vous, qu'elle vous aura peut-être donné l'envie de lancer vos propres projets. On a vraiment, voilà, j'espère que le message qu'on a essayé de faire passer depuis le début, qu'il y a moyen de créer des opportunités et de transformer les contraintes en opportunités, ben, ça vous a donné, ça vous a mis dans cette vision, en effet, assez positive qu'on essaye de transmettre. Voilà, on vous encourage vraiment à discuter, à continuer ces discussions avec voilà, les gens qui étaient présents, des différentes entreprises, organisations, personnes qui étaient présentes aujourd'hui. De notre côté, donc, on a déjà dit tantôt, le travail n'est pas fini. À savoir que donc nous organiserons le 2, le 9 et le 16 décembre 3 ateliers pour approfondir un peu plus les discussions sur certains points. Donc, il y aura une discussion sur vraiment comment le numérique peut soutenir les activités collaboratives et la création de comités dans une entreprise, avec le retour d'expérience, les retours également d'expertise de chercheurs universitaires, des entreprises, également une expertise au niveau du CETIC. Voilà, donc ça, ce sera pour le 2. Le 9, nous parlerons plutôt de tout ce qui est l'impact du télétravail, des nouvelles formes d'organisation sur les indicateurs environnementaux, l'éco-consommation, l'éco-mobilité. Et enfin, le 16 du 12, nous parlerons de l'apprentissage alternatif et continu, donc comment le numérique peut soutenir cette transition avec cette belle entrée en matière que vient de nous faire Robert. Très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas si ces sujets vous intéressent. Le but, c'est d'avoir des plus petits groupes, mais de vraiment faire des ateliers très collaboratifs où on va avoir tous l'occasion de s'exprimer un peu plus qu'aujourd'hui, forcément. Ce sera un autre format. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, éventuellement Lucretia ou Laurie, si vous voulez plus d'informations. Voilà, donc, encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Je sais pas, je vois qu'il y a quelques réactions, donc avant de clôturer. Voilà, donc, comme je disais, pour s'inscrire, prenez contact avec nous. On n'a pas lancé l'inscription en ligne parce que voilà, le but, c'est d'avoir peut-être des plus petits groupes pour que vous puissiez vraiment interagir et être
que ce soit plus participatif. Donc, il n'y a pas d'inscription, mais contactez-nous et ce sera avec plaisir qu'on vous donnera plus d'infos. Et alors, je vois qu'il y a une autre. Voilà. Alors, les mails de contact, en effet. Tout simplement, je pense que si vous regardez le profil de Lucretia et de Laurie, vous avez leur mail, voilà, ou info@citic.be, tout simplement. En fait, on récupérera ainsi les informations. Il y aura aussi également, on vous demandera peut-être de remplir une petite enquête de satisfaction ou d'amélioration. Voilà, on va lui donner un nom approprié pour voir un peu comment vous avez vécu cette matinée, si les sujets vous ont inspiré, si vous êtes intéressé pour aller plus loin. Peut-être vous avez décelé des collaborations possibles avec d'autres participants, des partenaires. Donc voilà, on fera un petit retour vers vous, vers tous les participants d'ici les prochaines semaines. Voilà, je vais pas vous tenir plus longtemps. Voilà, c'était vraiment un plaisir d'organiser, de suivre cette matinée avec vous. Et encore un grand merci pour la disponibilité des orateurs, les sujets vraiment très intéressants qui ont été développés aujourd'hui, et dans l'espoir que ça fasse des émules et que vous soyez inspirés. Voilà, je vous souhaite donc un bon appétit et une bonne après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.